Alors, on peut avoir le lien du doc SVP. Salma, le lien pour le document là que je suis, vous l'aurez via votre NetCampus après le cours, hein. Je peux pas le mettre en relation tout de suite. C'est un fichier Excel que je mettrai sur votre NetCampus. Mais normalement, je vous ai déjà mis, si je ne dis pas de bêtises, je vais juste vérifier. Mais lors du dernier cours, vous avez déjà les 5 premiers exercices, il me semble bien. Alors, hop. Donc vous êtes. Notre dernier cours, c'était donc hier, et vous êtes Paris-Lyon. Paris-Lyon. Est-ce que, est-ce que quelqu'un peut vérifier, parce que je vois que sur NetCampus, a priori, il y a peut-être des petits soucis. Alors, c'est encore en train, mais est-ce que quelqu'un peut vérifier sur la séance ci? Il y a le support de correction qu'on avait fait pour les 2 premiers exercices dans la séance du 19-11, qui est bien là, d'accord, qui est juste au-dessus de la vidéo de la séance d'hier. Et c'est le même fichier, hein, que j'utilise aujourd'hui. Je pense que sur celui-ci, les 2 premiers exercices étaient corrigés. Vous aviez les 5 premiers exercices saisis avec juste de quoi remplir, hein. Mais c'est le même. Et celui-ci, une fois corrigé, je le mettrai dans la séance d'aujourd'hui pour les exercices 3, 4, 5 qu'on devrait aisément faire ce soir. C'est bon, Salma, pour vous? Donc c'est bien dans votre séance NetCampus d'hier, hein, le fichier, ce même fichier. Alors, je reviens avant de commencer l'exercice 3. Vous avez remarqué que depuis les 2 premiers exercices, alors c'était beaucoup plus de l'explication, puisque les 2 premiers exercices nous demandaient de faire un bilan vraiment au jour, un bilan, ce qu'on appelle d'ouverture, c'est-à-dire au jour où l'activité commence. Alors ici, on nous demande de faire un bilan à la clôture. Alors quelle est la différence entre les deux types de bilan? Le bilan à l'ouverture fait état du patrimoine au premier jour d'existence de la société. Le bilan à la clôture, donc le bilan d'ouverture, il n'y en aura qu'un, au premier jour. Le bilan de clôture, il va se faire chaque fin d'exercice, donc chaque fin d'année comptable. Ici, on vous indique que l'année comptable, la clôture de l'exercice, la clôture de l'année comptable se situe au dernier jour de l'année civile, au 31-12 de chaque année. Et chaque année, l'entreprise va faire donc un nouveau bilan à la date du 31-12-2020, 31-12-2021, 31-12-2022. C'est vraiment ce type de bilan sur lequel il va falloir vous focaliser dans l'apprentissage, puisque les bilans d'ouverture, c'était plus pour vous expliquer un peu comment se distribuer le patrimoine de l'entreprise, d'accord? Et si vous avez des exercices, si vous avez ce thème qui est abordé le jour de l'examen ou même durant le BTS blanc ou durant les DS que vous pourriez éventuellement faire, on travaillera principalement même tout le temps, qu'avec des bilans à la clôture. D'accord? Donc, ce qu'on a fait avant, bien sûr, c'est pas inutile, hein, ça vous permet, on va avoir la même démarche, hein, exactement la même démarche, mais c'est vrai que dans tous les exercices que vous retrouverez, on verra, on aura l'occasion de faire des annales d'exercices avec ce thème qui est tombé les années précédentes, on va toujours travailler avec des bilans à la clôture. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tout ce mécanisme de passage, vous avez dit dans les exercices 1 ou 2, vous voyez l'argent, il arrive sur le compte en banque, ensuite il arrive au capital, il va sur le compte en banque, le prêt, il va venir mouvementer les emprunts, puis il va venir aussi, puis ça va être payé, tout ça. On ne va plus le faire quand on est sur des bilans à la clôture. D'accord? Ça, on le fait quand on est sur des bilans à l'ouverture, ce mécanisme-là. Mais quand on est sur des bilans à la clôture, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple puisqu'on va simplement reporter dans les cases les différentes sommes que l'on va vous donner. Ce qui est le cas. J'ai une question. En général, au BTS, attendez, je vais relire votre question parce que comme elle passe de façon furtive sur mon iPad, gestion, ordinateur. Alors, en général, on a déjà les tableaux faits où il est possible de les faire. Alors, en général, vous avez déjà les tableaux qui sont faits. D'accord?
Mais ils sont faits, vous verrez, on aura l'occasion de faire des analyses, il y aura juste actif et passif. D'accord? Il n'y a pas vraiment tout le détail comme moi je peux vous les présenter ici. Donc, je reviens sur mes explications ici. Malgré tout, ça va être un petit peu plus simple ici, puisque il y a juste à distribuer dans les différentes cases les montants que l'on vous donne. D'accord? Alors, on sait par exemple que ça, c'est au passif, que ça va être au passif, ça va être à l'actif, ça va être au passif, à l'actif, etc., etc. Donc, on va juste les distribuer. Et ensuite, comme il est demandé dans l'exercice, il va falloir équilibrer notre bilan, parce que notre bilan, il ne va pas forcément être équilibré tout de suite. Donc, ce que l'on va d'abord faire, c'est distribuer dans les différentes cases les sommes qui nous sont indiquées. Donc, le capital, voilà, hein, ce n'est pas très compliqué. Le capital va venir ici pour 20 000 euros. Il y a un emprunt qui a été contracté pour un montant de 15 000 euros. Il y a des machines à coudre qui sont des immobilisations corporelles pour 2 200 euros. Il y a des dettes fournisseurs pour un montant de 500 euros. Ensuite, la banque, ça fait partie des disponibilités pour un montant de 4 500 euros. Il y a un véhicule qui va venir alimenter les immobilisations corporelles. Donc, on va venir le rajouter ici pour un montant de 12 700 euros. Ensuite, on a un fonds de commerce. Je vais le garder pour la fin parce que j'ai des petites explications à vous donner sur ça. Mais on a un stock de tissus. Donc, on va venir mettre dans nos stocks 2 000 euros. Ensuite, on a des disponibilités supplémentaires puisque la caisse, l'argent, l'espèce, les espèces qui sont dans l'entreprise, on va venir les rajouter dans les disponibilités. Donc vraiment ici, la seule difficulté, c'est de savoir que caisse et banque, ça va ensemble, d'accord? Et que les machines à coudre, tout le matériel, ça va venir alimenter le stock, l'actif immobilisé. Et ensuite, on a des réserves. On sait, on en a déjà discuté, hein, que les réserves, c'est de l'argent qui n'a pas été distribué aux associés alors qu'il aurait été dû et qu'ils ont décidé de garder afin éventuellement de couvrir les besoins de trésorerie ou éventuellement d'avoir des investissements. Alors, je reviens juste, puisque tout a été distribué, je reviens juste sur cette notion de fonds de commerce. Qu'est-ce que le fonds de commerce? Est-ce que peut-être quelqu'un a une idée ou pourrait me... Pourquoi véhiculer machine dans corporel et non dans l'encorporel? Pourquoi 3 000 euros? Comment on peut... Excusez-moi, la réserve, c'est 2200, pas 3000. Oui, oui, excusez-moi. Voilà, hop, hop. C'est bien, moi vous suivez. Le montant de la réserve, voilà, c'est bon, le montant de la réserve. Alors, je réponds d'abord à la première question qui me disait pourquoi véhicule et machine à coudre, on le met dans immobilisation corporelle et pas dans immobilisation incorporelle. Je répète ce que j'ai dit sur les immobilisations corporelles et incorporelles, quelle est la différence entre les deux. C'est que pour les immobilisations corporelles, on peut les toucher, elles ont une réalité matérielle, elles sont palpables. Un véhicule, vous pouvez le toucher, il a vraiment une réalité matérielle, au même titre qu'une machine à coudre. On avait donné comme exemple dans les immobilisations incorporelles, par exemple, une licence pour un logiciel. Quand vous achetez un logiciel, vous achetez surtout un droit d'utilisation via la licence, d'accord? Et cette licence, ce droit d'utilisation, on n'arrive pas à le toucher. Alors même si vous allez voir le numéro, d'accord, mais on n'arrive pas à le toucher. Et voilà, par exemple, un exemple d'immobilisation incorporelle. Voilà pour la différence entre les deux. Je crois que j'ai répondu aux différentes questions. Tac, tac, tac. Donc, donc c'est normal, on ne trouve pas les mêmes montants à l'actif ou au passif. Alors, attendez pour ça. Pourquoi véhicule? 3 000 euros, bon, ça a été réglé. Comme l'entreprise a emprunté 15 000 euros, pourquoi on ne les met pas dans les dettes aussi? D'accord. Est-ce que bon, les réserves, c'est réglé. Okay. Alors, je reviens sur deux questions. D'abord, la première, c'est Elodie.
Vous me dites, Elodie, l'entreprise a emprunté 15 000 euros, pourquoi on ne le met pas dans les dettes aussi? C'est dans les dettes, d'accord? C'est dans les dettes, mais dans la partie plus spécifique, on le retrouve donc ici, d'accord? Hop, je vais vous le mettre en bleu, voilà. Hop. On le retrouve donc au niveau des dettes. Dans les dettes, on a trois types de dettes. Un, des dettes auprès des établissements de crédit qui sont les emprunts. Deux, une autre sorte de dette, des dettes fournisseurs, donc c'est simplement les différents achats que j'ai faits et que je n'ai pas encore réglés. Et ensuite, des dettes sociales et fiscales, qui sont les dettes de nature fiscale, donc des impôts, ou éventuellement des charges sociales liées au salaire. Voilà toutes les dettes, les types de dettes que je peux avoir. Et donc ici, les emprunts sont bien une dette que j'ai inscrite dans la partie plus spécifique d'emprunt. Voilà pour cette question. Ensuite, je crois que quelqu'un me disait que c'est déséquilibré. Ok, peut-être aussi. Voilà. Rosie me dit c'est normal qu'on ne trouve pas la même chose à l'actif et au passif. Non, c'est pas normal. Il va falloir régler ce problème. Mais pour l'instant, effectivement, on n'a pas la même chose. Mais vous allez voir par la suite, sur la fin de l'exercice, comment on va résoudre notre problème. Alors, je reviens sur la notion de fonds de commerce et je repose la question, est-ce que quelqu'un éventuellement a une explication de ce qu'est un fonds de commerce? Alors, le bail commercial, alors pas le bail, mais le droit de bail. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il faut retenir du fonds de commerce. On ne va pas aller dans le détail de sa composition, mais le fonds de commerce, je rachète l'activité d'une personne. D'accord. Il y a un boulanger qui est installé au coin de ma rue et la boulangerie tourne bien, mais le monsieur va partir à la retraite, il va vendre son fonds de commerce. C'est-à-dire qu'il va vendre effectivement son local, enfin, pas forcément les murs, mais le droit d'accès au local, on en avait parlé, c'était notre droit au bail. Il va en quelque sorte vendre sa clientèle, vendre des éléments de l'actif aussi. C'est ça un fonds de commerce. On rachète le métier, et ce qui est important notamment dans le fonds de commerce, c'est la notion de clientèle. Finalement, je vais acheter les clients. Alors, vous allez me dire, c'est compliqué de racheter un client, mais le client, lui, il est lié certainement à l'emplacement où se trouve la boulangerie. Alors, certainement aussi peut-être au boulanger lui-même. Mais voilà, c'est des choses qui se font. On va racheter le fonds de commerce d'une entreprise, c'est-à-dire son métier qui comprend ses clients, qui comprend son nom même des fois, etc., etc. Et ce qu'il faut savoir, juste, c'est que le fonds de commerce, c'est une immobilisation. C'est évalué généralement en partie sur le chiffre d'affaires, effectivement. On pourrait imaginer très bien que je fais comme chiffre d'affaires 300 000 euros par an et que je vends mon fonds de commerce un cinquième de mon chiffre d'affaires, c'est-à-dire 60 000 euros. Alors il y a des règles de calcul, évidemment, surtout des règles fiscales, qui permettent de déterminer quelle est la valeur du fonds de commerce. Ce qu'il faut nous retenir ici, c'est que le fonds de commerce, c'est une immobilisation incorporelle. Quand une entreprise achète un fonds de commerce, oui, voilà, c'est ça, Majoline, vous avez raison. Il y a aussi des immobilisations et du stock qui peut être attaché, ou qui peut être détaché d'ailleurs. Mais sans rentrer dans ce détail, nous, ce qu'il faut, les employés aussi, nous ne sommes non pas les employés, pas les contrats pour les employés, mais généralement, alors pas les employés de base, mais généralement, quand il y a une vente comme ça, le vendeur demande à ce que les employés soient aussi repris. C'est un ajout. Ça se fait très régulièrement, mais a priori, ça ne fait pas partie du fonds de commerce. Mais généralement, ça se fait. Donc, pour vraiment, on solde ce problème de fonds de commerce. Vous, tout ce qu'il faut savoir, c'est que le fonds de commerce, le fonds commercial, c'est une immobilisation incorporelle. Donc, on va pouvoir l'ajouter dans nos immobilisations incorporelles, ici, pour 3 000 euros, donc je ne me trompe pas. On va faire nos petits autos pour regarder où on en est.
Alors, au niveau de l'actif, je vais totaliser 41 800. Et au niveau du passif, je vais totaliser 37 700. Je n'ai rien oublié. Alors, j'ai un problème. D'accord, j'ai un problème parce qu'on s'est dit au départ que tout devait être équilibré. C'est-à-dire que l'actif et le passif doivent être équilibrés. Donc là, je vois qu'il y a un problème parce que j'ai un déséquilibre entre l'actif et le passif. Ce déséquilibre, finalement, je vais le combler, d'accord, pour rééquilibrer l'actif et le passif, pour que l'actif soit égal au passif. Je vais le rééquilibrer par le résultat, puisque l'entreprise a eu un an d'activité. Donc, obligatoirement, elle a fait soit du bénéfice, soit une perte. C'est-à-dire, bon, la différence entre ce qu'elle a vendu et ce qu'elle a acheté, c'est son bénéfice. D'accord. Et ici, il va me manquer 4 100 euros que je vais pouvoir inscrire ici et qui va me permettre d'équilibrer mon bilan. Alors, de temps en temps dans les exercices, il se peut qu'on vous donne un bilan et qu'on vous dise, voilà, il faut que le bilan soit équilibré. Donc, si on ne vous donne aucune indication, il faut l'équilibrer par le résultat. Le résultat, c'est le bénéfice ou une perte. Par contre, comme on va le voir dans l'exercice suivant, si on vous donne une indication, on va équilibrer par la demande qui a été faite par le sujet. Je crois que sur l'exercice suivant, on demande d'équilibrer par les stocks. On va donc équilibrer par les stocks, tout simplement. Alors ici, simplement, c'était pour vous dire, voilà, vous faire prendre conscience que le bilan est toujours équilibré et qu'on va trouver l'équilibre par le compte, par le résultat. Y a-t-il des questions sur cet exercice numéro 3? Ok. Donc, s'il n'y a pas de questions, je continue et je passe à la correction de l'exercice numéro 4. Alors, dans l'exercice numéro 4, on vous dit que M. Passiflore, un chef étoilé, est dans l'obligation chaque année de dresser son bilan à la date de clôture de l'exercice, donc toujours au dernier jour de l'année civile. Il souhaiterait que vous l'aidiez, il vous fournit les éléments comptables suivants. Donc, c'est le même principe que sur l'exercice suivant. Donc, ce n'est pas dans celui-ci, c'est dans le prochain qu'on vous demande d'équilibrer avec les stocks. Donc, allons-y, on va regarder tout ça. Donc, notre capital, bon, on va aller le mettre dans la partie capital. 540 000 euros. On a des réserves qu'on va mettre dans la partie des réserves, 200 000 euros. Il possède un local. Alors, le local, vous allez me le mettre où, le local? Dans les immobilisations corporelles? Alors, oui, c'est ça, c'est bien les immos corporels. Majoline et les deux premières, elles m'ont dit, hop, les deux premières à avoir répondu, c'est bien. Voilà. Majoline et Rosie, d'accord? Est-ce qu'une maison, un local, vous pouvez le toucher? Ben oui, d'accord? Quand vous rentrez dans un magasin, vous touchez les murs. Donc, il faut avoir cette idée-là en tête. À partir du moment où j'arrive à toucher la chose, à partir du moment où elle a une réalité matérielle, on va placer ça dans les immobilisations corporelles. Donc ici, notre local, immobilisation corporelle pour 400 000 euros. Alors, ensuite, on va avoir du matériel de cuisine. Du matériel de cuisine, c'est pareil. Ça va être les casseroles, etc. Tout ça, on va pouvoir le mettre, idem, voilà Rosie, idem, dans les IMO corporels. Donc, il y en a pour 190 000 euros. Donc, dans le restaurant, il y a des tables, etc. Donc, on va les rajouter aussi, 90 000 euros. Alors, ici, alors, il y avait juste, je l'avais déjà vu, cette petite bizarrerie. Il y a 100 000 euros d'emprunts qui ont été faits.
et qui ont été placés sur le compte en banque. Donc là, l'indication n'est pas très claire, hein, parce qu'on va quand même les rajouter sur le compte en banque. Ensuite, on a des dettes fournisseurs pour 33 000 euros. De la matière première pour 50 000 euros. Et je vais rajouter tout de suite le stock de vin pour 100 000 euros. Ce qui fait que j'ai 150 000 euros au niveau du stock. On me dit aussi qu'il y a dans la caisse 20 000 euros que je vais donc rajouter ici dans mes disponibilités. Voilà, alors je vais quand même vous indiquer le détail à chaque fois des calculs pour que vous... ici, donc on aura... C'est l'emprunt qui a été placé sur le compte, emprunt placé sur le compte en banque. Donc, il était de 100 000 euros, plus la caisse pour 20 000 euros. Voilà pour ceci. Au niveau des immobilisations corporelles, qu'est-ce qu'on a mis? On a indiqué ici qu'il y avait le local pour 400 000 euros, plus le matériel de cuisine, le matériel de cuisine, on en avait pour 190 000 euros, plus le mobilier pour 90 000 euros, soit un total de 680 000 euros. Voilà pour ça. Ensuite, au niveau des stocks, on avait le stock de matières premières. Donc, le stock de matières premières pour 50 000 euros. Je vais revenir sur les commentaires que vous faites. Hein. Et le vin pour 100 000 euros. Soit 150 000 euros. Et pour le reste, ce sont des montants simples, donc on n'a pas besoin de beaucoup de détails. Alors, je vais simplement lire les commentaires que vous avez indiqués pour voir s'il y a des choses à dire. Donc, corporel, je n'ai pas saisi ce qu'était la caisse. La caisse, c'est l'argent liquide qu'il y a dans l'entreprise. D'accord? On l'appelle la caisse. Alors, ça fait penser aux caisses d'une caissière, hein, évidemment. Mais globalement, il n'y a pas forcément qu'une caisse. Il y a peut-être un coffre dans lequel on a de l'argent liquide. La caisse, c'est l'argent liquide qu'on a dans l'entreprise. D'accord. Alors, les commentaires qu'avait fait Lucie, il n'y a pas de problème, c'était bien ça. Oui, ça peut servir de fond de caisse, hein, vous savez, pour rendre la monnaie. Hein. Ça peut être dans la caisse, hein, mais oui, ce n'est pas forcément que dans la caisse, mais il faut se dire, voilà, quand on parle de caisse, c'est l'argent liquide. Donc ça vient se rajouter aux disponibilités. Hein. Je répète que les disponibilités, c'est la banque plus la caisse. Voilà. Donc on va totaliser un peu nos montants pour voir ce qu'il en est. Évidemment, on n'aura pas d'équilibre ici. Donc,
Voilà, 950 000 au total du passif. Et 873 000 au total de l'actif. Ici, il va falloir rééquilibrer tout ça, d'accord? Et je vais donc rééquilibrer par le résultat. Comme on l'avait fait précédemment, quand on ne vous donne aucune indication et que le bilan est déséquilibré et qu'on ne vous a pas donné le résultat, il faudra donc rééquilibrer notre bilan par le résultat. Donc ici, il va nous manquer 50 et 27, il va nous manquer 77 000 peut-être. Si je mets 77 000, voilà. Mais le résultat, c'est de l'argent qui existe ou pas. C'est de l'argent qui existe, oui, William. C'est de l'argent qui existe, mais qui n'est pas forcément tout de suite liquide. Il faudra tout solder pour qu'à la fin, d'accord, le résultat, c'est de l'argent qui existe, oui, parce que regardez, on voit que l'entreprise possède 120 000 euros. Okay, donc, si elle doit donner les dividendes aux différents associés ou à l'associé unique, hein, elle peut le faire sans aucun problème. Mais il se peut aussi que, bien que l'entreprise ait gagné de l'argent, elle ne l'est pas de façon monnayable. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand on calcule le résultat d'une entreprise, et c'est là la grosse difficulté, c'est la plus grosse difficulté pour quelqu'un qui n'a jamais fait de comptabilité à comprendre, c'est qu'on peut très bien avoir un résultat, donc avoir du bénéfice, et ne pas avoir un sou sur le compte en banque. Vous allez me dire, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Je vais vous le faire à travers un exemple. On a le droit de rajouter l'argent comme ça dans le résultat pour équilibrer. Alors, ce n'est pas qu'on a le droit, c'est qu'ici, c'est ce qu'on voulait vous faire faire. Il fallait rééquilibrer par le bilan, par le résultat. D'accord? Alors, malgré tout, la problématique ici, c'est que si j'avais fait une erreur, j'aurais fait un équilibre pour rassembler le tout et j'aurais peut-être eu quand même faux. Hein. D'accord? Alors, je reviens sur ma problématique de résultat. C'est quoi le résultat d'une entreprise? Et je vais vous le montrer. Je vais ouvrir un jam, d'accord? Alors, je vais ouvrir un jam dès que je peux. Voilà. De toute façon, ça va nous servir aussi pour l'exercice suivant. Hop, je vous rappelle, hein, vous pouvez y avoir accès uniquement si vous êtes connecté avec votre adresse d'Hydro. Voilà, vous avez l'identifiant si vous voulez vous brancher directement sur le jam, mais dans tous les cas, je vais le projeter là à l'écran. Donc, imaginons une entreprise. Alors, ça va arriver, hein, dès que... Un petit peu de temps. On va s'imaginer, voilà, c'est à l'écran, on va s'imaginer une entreprise, d'accord? On va s'imaginer un restaurant. Vous allez, moi je vais vous dire, voilà, le restaurant, avec un petit post-it, hein, on va faire ça, hop. Ça, c'est ce que le restaurant va vendre. Donc le restaurant, qu'est-ce qu'il vend? Il vend des menus, d'accord? À chaque fois qu'il y a une personne qui vient, elle va commander un menu et le restaurant va lui faire une facture et la personne va payer sa facture. Donc on va imaginer que notre restaurant, ici, il a généré donc, ce qu'on appelle du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est
toutes les ventes, tout ce que le restaurant a vendu ou tout ce que le magasin a vendu, hein, toutes les ventes. Donc, on va imaginer ici que mon chiffre d'affaires, il est de 200 000 euros. Ça, c'est mon chiffre d'affaires. Ça, c'est le restaurant, il a gagné, il a fait 200 000 euros. Vous, ce que vous allez faire, c'est que dans le deuxième carré que je dessine, pour ceux qui sont branchés dessus, là, d'accord, dans le deuxième carré que je dessine ici, vous allez me mettre des petits post-it et vous allez m'indiquer tout ce que le restaurant doit payer maintenant. Allez-y, je vous laisse faire. Vous mettez les petits post-it, on est sur la page 1. Hein. Par des petits post-it, hein. Vous mettez les petits post-it la couleur que vous voulez. Donc, il doit payer. Voilà, mettez-le moi dans le bon carré. Voilà, super. L'électricité, par exemple. Exactement. Alors, précisez-moi, des équipes, voilà, des denrées. Bah oui, quand même. Hein. Je pense que ça serait la première chose. Un loyer, voilà, super, allez-y, mettez-moi. Ok, alors on va mettre la TVA, on verra après. Des charges sociales, très bien. L'emplacement du restaurant, donc on va appeler ça le loyer, ok. Une facture d'eau, un loyer, ça marche. Bien sûr, il va falloir acheter aussi du mobilier, hein, effectivement. De la communication, oui, super, impeccable. Allez, on va arrêter là, d'accord? On va arrêter là, on va regarder plus en détail ce que vous avez indiqué. Alors, je ne vois plus la TVA, elle a disparu. L'entretien des locaux, ok, ça marche, on va le prendre aussi, ça. Hop. Alors, hop, voilà, la TVA à rembourser. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails, hein, d'accord? Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais tous les montants ici qui vont constituer son bénéfice sont toujours des montants hors taxe. D'accord? C'est pour ça que je vais devoir supprimer la TVA, parce que la TVA, ce n'est pas une charge. C'est simplement un aller-retour dans les caisses de l'entreprise, d'accord? Mais ça n'est pas une charge. Vous verrez un peu plus tard dans votre programme comment ça se gère. Mais pour l'instant, on ne peut pas le considérer comme un coût pour l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on avait? Alors, vous m'avez dit, il faut payer les salariés. Je vais même plutôt dire, ce n'est pas les salariés, c'est les salaires qu'il faut payer. D'accord? Mais c'est simplement un problème de vocabulaire. On est d'accord sur l'idée. Donc, ce sont les salaires et je vais rajouter les charges sociales. Quelqu'un l'avait noté. Voilà, comme ça, puisque c'est les deux choses sont liées. Donc, OK, évidemment, il va falloir payer l'électricité, il va falloir payer l'eau, il va falloir payer les équipements, effectivement, dans la cuisine, il va falloir payer aussi le mobilier. Ça, je suis d'accord. Si l'entreprise, si mon restaurant a un site internet, a aussi des flyers, fait de la publicité pour toutes les dépenses de marketing, il y aura certainement peut-être des impôts à payer. D'accord. Hop, ça c'est super. Et puis, OK pour le loyer. Ça marche. Alors, est-ce qu'on aura oublié des choses? Alors, évidemment, je vais avoir besoin de papier, d'accord? Je vais avoir besoin d'encre pour la machine qui va édicter les tickets. Je vais peut-être payer un avocat parce que j'ai peut-être un litige avec un fournisseur. Je vais peut-être aussi avoir une assurance. Je vais peut-être avoir aussi à payer des factures de communication, téléphone, Internet, etc. Voilà, quelqu'un vient de me rajouter le téléphone. Voilà. Donc, vous avez bien compris exactement ce que représentait tout ça.
Voyez-vous, aujourd'hui en comptabilité, et nous dans notre conception, peu importe que tout ça soit payé, à partir du moment où ça existe, d'accord, à partir du moment où ça existe, c'est du moins. Comme le chiffre d'affaires, à partir du moment où le chiffre d'affaires existe, et il existe comment? Dans un restaurant, une fois que vous êtes rentré, que vous avez commencé à manger, le restaurant va vous facturer. D'accord? Le chiffre d'affaires est là. Prenons un exemple un peu qui va peut-être vous montrer un peu plus les choses. C'est quand vous achetez quelque chose que vous ne payez pas tout de suite. D'accord? Imaginons que vous alliez au garage, que vous preniez une voiture, d'accord? Une location de voiture, par exemple, et que vous avez un accord avec le loueur de voiture, et le loueur de voiture, voilà, il vous dit, vous me paierez la location de la voiture dans un mois. Pour lui, pour le loueur de la voiture, une fois qu'il a eu la location, le chiffre d'affaires existe, même s'il n'est pas encore payé. Il sera payé plus tard, mais même s'il n'est pas encore payé, le chiffre d'affaires existe. Et ça, c'est une notion relativement importante parce que vous pensez bien que ici, mon chiffre d'affaires, je vais faire juste un petit truc comme ça, un petit truc comme ça. Hop. Tac. Et ici, simplement mettre un signe moins. Je vais mettre un petit peu plus grand. Voilà, mon signe moins. Voilà. Mon chiffre d'affaires moins toutes mes charges, ça va vous donner quoi à votre avis? L'un moins l'autre. Donc le côté plus moins le côté de tout ce que j'ai payé, ça va me donner quoi? Le bénéfice, exactement. Exactement. Alors ça va me donner, nous on va être un peu plus précis. Ça va me donner ce qu'on appelle le résultat. Voilà, très bien, Madeleine. Alors, on peut écrire le résultat. Le résultat qui peut être soit, il peut être négatif. Voilà, le résultat. Ici, quand il est positif, je passe sur la feuille 2. D'accord? Je passe sur la feuille 2. On va imaginer que le chiffre d'affaires de l'entreprise il est de 200 000 euros. L'ensemble des dépenses de l'entreprise, on les appelle des charges. Les charges de l'entreprise sont de 150 000 euros. Donc, les charges, c'est l'ensemble des dépenses. C'est tout ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Hein. Donc ici maintenant, quel va être le résultat, quel va être ce que va avoir gagné l'entreprise. L'entreprise, son résultat, il est positif exactement, vous l'avez trouvé, chiffre d'affaires, moins toutes les charges, ça veut dire qu'on va avoir un résultat ici qui est positif, qui a un bénéfice. Donc, ici, résultat, 50 000 euros. Et donc, on va pouvoir dire que là, si le
résultat est positif, on parle de bénéfice. Par contre, prenons le cas inverse. Hop. Prenons le cas inverse. Si notre chiffre d'affaires est inférieur imaginons que là, il y a eu beaucoup de dépenses parce que, par exemple, il y a eu des gros salaires ou, je sais pas moi, hop, on est à 270 000 euros. Le résultat de l'entreprise, il sera de moins 70 000 euros, vous l'avez bien compris. Et évidemment, si le résultat est négatif, on parlera ici de perte. Si le résultat est négatif, on parle de perte pour l'entreprise. Donc le but, évidemment, pour une entreprise, évidemment, c'est d'avoir du résultat positif, donc d'avoir du bénéfice. Monsieur, excusez-moi. Oui. En fait, là, on parle bien du bilan à la clôture, parce qu'en fait, je suis un peu perdue dans le truc. Alors là, ce que l'on vient de voir, c'est comment se fabrique le résultat. Et évidemment, c'est ce que l'on va réintégrer dans notre bilan à la clôture, évidemment. Donc ça, ce résultat-là, ici le résultat, il vient à inscrire au passif du bilan à la clôture. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, monsieur, merci. C'est bon pour vous? Ça marche? Alors, on va revenir. Hop, on va revenir sur nos exercices. Je vais les remettre à l'écran. Je vais arrêter cette présentation et je vais remettre à l'écran mes exercices. Voilà, hein, ce résultat-là, il s'est construit exactement comme on vient de le voir. Alors, on va passer au dernier exercice pour cette série. Voilà. Et vous voyez donc ici qu'on vous demande, on vous donne le résultat et on vous demande d'établir le résultat. J'ai bien mis les bons chiffres au moins ici. Ah, il y a une erreur ici, là, personne ne m'a rien dit. Si, non, c'est bon. Capitaux progressivement, parce qu'il me semblait qu'il y avait un résultat négatif. Est-ce que vous avez fait des exercices, vous? Parce qu'il me semblait que dans un des exercices, il y avait un résultat négatif. J'ai bien fait mes calculs, là? Oui. 133, l'emprunt, oui, c'est si éventuellement on ne met pas les 100 000 là-bas. D'accord, bon, ok, c'est bon, pas de souci. Allez, on passe à l'exercice numéro 5. Donc, ici, bah, pareil, hein, on va simplement à la clôture. Et là, vous voyez qu'on vous le donne, le résultat. On vous dit, le résultat, il est de 25 000 euros. Par contre, on vous dit, bah, maintenant, devinez les stocks. Et vous allez deviner les stocks grâce à l'équilibre du bilan que vous allez faire. Donc, le local, on a déjà vu tout à l'heure à quoi ça correspondait. Le local, 63 000 euros.
ici. Je reviens après sur les VMP. D'accord? L'apport, on sait que ça veut dire que c'est le capital. Quand on en a déjà discuté, ce que c'était qu'un apport, c'est exactement la même chose que le capital. Ensuite, on vous dit qu'il y a du matériel informatique. Le matériel informatique, ça va venir dans les immobilisations corporelles. On va pouvoir les rajouter pour 3 645. On vous donne le résultat. Donc, on sait que l'entreprise a fait du bénéfice puisque le résultat est positif, 25 200. Il y a un emprunt bancaire pour 60 000 euros. Ensuite, dans la caisse, il y a 22 275. Les clients me doivent encore, clients, ce sont les créances clients, les clients me doivent encore 81 993. Je ne connais pas le stock. Moi, je dois à mes fournisseurs 79 245. Et enfin, j'ai des réserves à hauteur de 30 000. Est-ce que sur le remplissage qui s'est fait ici, il y a un souci? Est-ce que vous n'avez pas compris quelque chose? Parce que là, j'étais un petit peu vite, parce que normalement, voilà, il n'y a plus qu'à distribuer. Hein. Ah oui, pardon, oui. On y va pour les VMP. Alors, les VMP, je vais le marquer ici. C'est quoi des VMP? C'est ce qu'on appelle des valeurs mobilières de placement. VMP. C'est des valeurs mobilières de placement. L'entreprise a placé de l'argent, tout simplement. Comme si quand vous avez un petit peu d'argent, grand-mère, elle vous a donné votre Noël, elle vous a filé 1000 balles. Vous dites, ouais, super, 1000 balles. Alors, les filles, elles vont aller acheter des fringues, et puis les garçons, ils vont dire, on va faire des économies. Donc, on va les mettre sur le livret. Et bien, l'entreprise, c'est pareil. D'accord? L'entreprise, elle va faire des placements, et elle peut faire des placements dans différentes formes. Ah, le cliché. Ah, bah, heureusement qu'il y a quelqu'un qui a réagi. Bravo, Rosie. J'attendais les réactions, mais c'est vrai que quand je fais mes petites blagues avec mes étudiants devant, ils réagissent beaucoup plus vite. Ah, ouf. Mais il faut oser, il ne faut pas vous laisser marcher sur les pieds comme ça. Attention, moi j'aime bien faire des petites blagues de ce type, mais c'est très très loin de ce que je pense réellement. Mais j'aime bien, il faut réagir. Il ne faut pas vous laisser, surtout pas vous laisser marcher sur les pieds. Donc, revenons à nos valeurs mobilières de placement. Les valeurs mobilières de placement, c'est simplement ici un outil qui a permis à l'entreprise de mettre de l'argent de côté. D'accord? Donc, c'est un argent. Alors, les valeurs mobilières de placement, ça peut être des actions. D'accord? Il y a presque des filles ici, mais je sais qu'il y a beaucoup de filles. Donc, c'est simplement parce que l'entreprise a mis de l'argent de côté. Donc, on va venir ici, les valeurs mobilières de placement, c'est de la trésorerie. C'est de la trésorerie que voilà, que l'on place avec les disponibilités. Donc, c'est relativement simple. Hein. Quand vous mettez de l'argent sur un livret et qu'on ne vous dit pas combien tu as d'argent à la banque, bah, vous comptez ce qu'il y a sur votre compte en banque, mais vous pouvez aussi. Alors, j'explique les deux choses. Il faut rajouter aussi ce que vous avez sur le livret. Alors, pourquoi les VMP ne sont pas des immobilisations financières? La question est très bonne parce qu'on pourrait se poser la question. On pourrait éventuellement s'interroger. Les immobilisations financières, ça peut être aussi des VMP. Moins des VMP, mais plutôt des actions. D'accord? Je vais juste l'expliquer, mais ce n'est pas la peine de le retenir. Jamais on va vous interroger, c'est beaucoup trop poussé comme notion. La différence entre les immobilisations financières et une VMP, c'est beaucoup trop poussé. D'accord?
une immobilisation financière, c'est éventuellement des actions que je possède, mais dans une entreprise dans laquelle je veux agir. Je veux pouvoir agir dans cette entreprise. Quand j'achète 3 actions France Télécom, d'accord, je ne veux pas agir dans France Télécom. Tout simplement, j'ai mis un peu d'argent de côté, j'ai fait un petit placement. Bon, ça va peut-être me rapporter un peu d'argent. Ce n'est pas pour agir dans France Télécom. Ça sera une VMP et ça se mettra dans les disponibilités. D'accord. Alors que si j'achète 50% d'une entreprise, c'est parce que je veux cette entreprise. C'est pas ça. Alors je veux l'argent, mais je veux aussi l'entreprise. Voilà pour la différence entre IMO financière et VMP. Mais encore une fois, jamais on vous posera la question. D'accord. Alors, l'autre question que vous me posiez. Alors, c'est ça, Alex, que veut dire créance? Vous avez mis où les VMP dans le tableau? Je n'ai pas encore mis. Je n'ai pas encore mis, ne vous inquiétez pas. Donc, les VMP vont venir ici avec les disponibilités. D'accord. Donc, je rajoute mes 45 000 euros de VMP. Je vais mettre le détail ici et je vais répondre la partie créance. Quelqu'un me posait la créance. Donc, ici, insérer. Qu'est-ce que nous avons mis ici? Nous avons mis la caisse, l'argent liquide. Hein. La caisse pour 22 275 plus les VMP. Les VMP, je n'ai pas vu combien. 45 000. Voilà. Donc ça nous donne un total au niveau de la disponibilité de 67 275. Voilà pour cette partie-là. Hop, je vais l'afficher. Alors maintenant, vous me disiez, c'est quoi la différence entre créance et client? C'est la même chose. D'accord. En fait, normalement, on aurait dû inscrire créance client. Les créances, c'est une facture. Une créance, c'est une facture. C'est une facture que vous avez remis à un client. Et dans la partie ici, créance client, ça, ce sont les factures que j'ai éditées et que les clients ne m'ont toujours pas payées. Je vais l'indiquer ici. Les créances représentent les factures qui ont été, les ventes qui ont été faites. Donc les créances. Il se peut aussi que vous, dans certains, on mette client ou client. On peut indiquer aussi que c'est client, mais ça voudra dire exactement la même chose. Alors, ce sont les factures données au client, mais que les clients n'ont pas encore réglé. Parce que j'ai un accord avec eux, tout simplement, qui dit, bah, monsieur, vous me paierez dans un mois. Alors, ça se fait beaucoup dans les échanges entre entreprises. Si vos clients sont une entreprise, sont des entreprises, pardon, on demande toujours des délais pour payer. Au même titre que vous, si demain vous devez ouvrir un magasin de, je ne sais pas, moi, produits diététiques, vous allez demander à vos fournisseurs la possibilité de payer plus tard. Alors, ici, il ne nous reste plus qu'à trouver le montant des disponibilités, le montant des stocks. Les stocks, ils vont être égaux ici par équilibre du bilan, stock déduit par l'équilibre du bilan. On a fait comment? Ici, il me manque pour que les deux soient équilibrés, je fais 350 445 moins 215 913 et je vais retrouver 350 445 moins
215, 913. Voilà. Alors, 134 532. 134 532, si je n'ai pas fait d'erreur. 134 532. Et c'est équilibré. Voilà pour ces 5 premiers exercices. Avez-vous des questions? C'est tout bon? Pas de souci, impeccable, non, c'est clair. Alors, ce n'est pas la peine de faire les prochains exercices. Vous n'y arriverez pas. Alors, non pas que vous soyez, mais c'est compliqué. Donc, je préfère qu'on y aille, qu'on prenne le temps, surtout qu'il y en a beaucoup. D'accord. Alors, si vous voulez les faire, allez-y. Hein. Enfin, faut pas baisser les bras, il ne faut pas se dire non. Mais si vous ne les faites pas, c'est pas très grave, parce que de toute façon, je vais bien les réexpliquer ces notions de fonds de roulement, de besoin en fonds de roulement et de trésorerie nette. Vous allez voir que c'est pas très compliqué, mais les exercices, monsieur, excusez-moi, j'ai une question. Allez-y, je vous écoute. Oui, monsieur, en fait, je voulais vous demander, en fait, bah, comme on a en fait des TD à rendre, en fait, du coup, bah, en fait, j'ai eu une inscription tardive, du coup, ce qui fait qu'en fait, j'ai pas pu rendre les premiers TD, bah, qui étaient en fait un peu faciles par rapport en fait à ce qu'on est en train de voir là. Et bah, en fait, là, les TD enfin, du bilan, en fait, enfin, pour moi, parce qu'en fait, j'ai jamais fait de l'éco, enfin, j'ai jamais fait de l'économie, etc. En fait, c'est un Oui, peu dur en fait pour moi. Et ben en fait, je veux pas rendre en fait un TD où j'aurai pas une bonne note. Du coup, en fait, je sais pas si les prochains cours en fait enfin c'est moins dur ou enfin je sais pas comment. alors, on va certainement avant les vacances, mais votre semestre se termine au mois de février, donc vous aurez largement le temps. Alors, sauf si vous, non, vous n'êtes pas en stage. Vous êtes en stage quand? En janvier, on a 3 semaines en janvier. En janvier, d'accord. Donc, je pense qu'il doit encore y avoir des cours après janvier. Mais si vous avez une inscription tardive, d'accord. Mais je crois que le semestre, il se termine fin février, quelque chose comme ça, ou mai-février. Mais mademoiselle, si vous avez une inscription tardive, c'est pas très grave, même si vous me rendez 5 février, la fin du premier semestre. Je crois fin de semestre, c'est début. D'accord, ok. Mais donc, je me réadresse, je n'ai pas vu le nom hein, de la personne qui me disait j'ai eu une inscription tardive. Si vous n'avez pas eu, si vous avez eu une inscription tardive, vous me rendez qu'un TD et puis voilà. D'accord. Vous n'êtes pas obligé d'en rendre deux. Maintenant, effectivement, ces TD-là sont un peu plus durs. Choisissez un TD qui sera postérieur à cela. D'accord. Je ne suis pas méchant sur les notes hein, et je comprends évidemment toutes les situations, surtout pour les élèves qui ont pris en cours de route. Et je sais très bien ici que ce type de TD est beaucoup plus dur. C'est pour ça que je vous dis d'ailleurs, sur les prochains exercices, les faites pas, vous embêtez pas. Enfin, c'est pas vous embêtez pas trop, mais je ne pense pas que vous y arriverez tout seul. Et juste à la lecture du cours, à mon avis, ça ne va pas suffire. Par contre, ce qui serait bien, c'est qu'effectivement, pour le prochain cours, vous lisiez le cours, absolument. D'accord. Que vous compreniez déjà, que vous commenciez à vous imprégner un petit peu des nuances pour que, quand je ferai la réexplication et les exercices, vous compreniez beaucoup plus facilement. Ce qu'il faut, c'est lire son cours. Peut-être pas faire le TD, mais lire le cours, ça c'est impératif. Y a-t-il d'autres questions? On a les notes quand? Promis très bientôt. Promis très bientôt. Je vais en corriger ce week-end. C'est bon pour tout le monde? Eh bien, écoutez, si c'est bon, on va pouvoir aller manger parce qu'on a faim, d'accord? Et puis, on se voit la semaine prochaine. Je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao à tous.